Et je commence. Donc, Madame de Genlis, donc, le premier intérêt, si vous voulez, pourquoi Madame de Genlis, je veux bien sûr m'appesantir un peu là-dessus, mais la première idée, comme ça, qu'on peut facilement comprendre, c'est que sa vie va de 1746 à 1830, vous voyez, qui coïncide, à 1830, coïncidant avec l'avènement de son élève, qui est Louis-Philippe, puisqu'elle a été... vraiment ce qu'on connaît, quand on ne connaît pas Madame de Genlis, c'est le point qui est généralement connu. Donc, elle a été l'élève du futur Louis-Philippe, le fils de Philippe Égalité. Elle n'est pas l'élève, je veux dire la gouvernante de Louis-Philippe, du futur Louis-Philippe. Donc, elle publie des mémoires, une dizaine de volumes en 1825, et pour le Mercure de France, j'ai choisi des extraits parce que ce sont des mémoires très abondants, souvent ressassants, et bien sûr, tout n'est pas intéressant dans ces mémoires. Donc, je pourrais éventuellement vous dire comment j'ai fait les coupures, ce qui n'est pas l'essentiel de cette conférence. Voilà. Alors, donc, elle a vécu plusieurs vies, et elle a été, c'est aussi l'intérêt de ce personnage, particulièrement sensible aux changements considérables, changements de mœurs, changements des mentalités, changements dans les pratiques culturelles, changements sociaux, changements dans les usages, changements dans le langage. Elle est vraiment une espèce de témoin, vous voyez, de tous ces changements. Alors, bon, le troisième fait, avant de prendre le détail, c'est que c'est quelqu'un qui a en fait deux versants dans sa vie. Première tendance, premier moment, c'est quelqu'un qui et de l'Ancien Régime, donc qui écrit des livres, pas seulement pour gagner de l'argent, et une fois qu'elle revient de l'émigration, après l'épisode révolutionnaire, eh bien, elle va se mettre à écrire, alors là, des ouvrages, et j'essaierai de le montrer tout à l'heure, alors là, de manière frénétique, pour la raison que vous devinez tous, tout simplement parce qu'elle a des besoins d'argent, évidemment, elle le fait, elle travaille, elle écrit pour, évidemment, commercialiser ses ouvrages, ce qui est nouveau. Voilà. Alors, comment vais-je organiser un peu cette conférence, enfin, pour que vous vous y retrouviez, pour que ça ne soit pas dispersé? Je vais d'abord évoquer donc un rappel historique pour situer Madame de Genlis dans l'histoire de son temps, et j'essaierai, dans un deuxième temps, tout simplement, de souligner l'intérêt des mémoires, donc en faisant une approche plus affinée et en même temps peut-être un peu plus littéraire. Parce que je suis littéraire, je ne suis pas seulement historien. Mais les littéraires doivent être aussi historiens. Les deux doivent se mêler, à mon avis. Donc, Madame de Genlis et son temps, et j'essaye donc de l'inscrire dans l'histoire. Alors, pour qu'on s'y retrouve un peu, que ce soit clair, j'évoquerai d'abord le milieu de l'époque Louis XV. Ensuite, je distinguerai 1770 Révolution, la deuxième période, qui est assez différente, la période révolutionnaire et le consulat et l'Empire. Je ne traiterai pas de la Restauration parce que c'est la période peut-être la moins intéressante des mémoires, et donc je m'arrête finalement à l'Empire. Donc, la situation de la France au moment où Madame de Genlis naît, c'est né en 1746, donc l'autorité de Louis XV est incontestée, c'est quand même le début d'un certain nombre de difficultés importantes, vous le savez, il y a les parlements qui sont récalcitrants. Si je voulais développer ce qu'il y a de plus difficile pour le roi, ce qui rend la France difficile à gouverner, en fait, pour aller à l'essentiel, et ce n'est pas simplement un schématisme que je vous dis là, c'est une conviction, je crois qu'une des principales causes de conflit, c'est la lutte politico-religieuse entre les jésuites et les jansénistes. De l'époque, je ne vais pas faire un topo d'histoire là-dessus, mais je veux dire, ce mouvement est un mouvement à la fois religieux, mais surtout politique, qui divise très profondément le pays. Donc, voilà l'époque durant laquelle naît Madame de Genlis. C'est aussi le début du règne de la fameuse marquise de Pompadour, qui va être la maîtresse du roi de 1745 à 64.
Et la Pompadour, donc, qui est une femme aussi d'une intelligence supérieure, comme vous le savez, qui intervient dans plusieurs domaines. Elle intervient dans le domaine de la politique extérieure, dans les belles lettres, les beaux-arts, les arts décoratifs. Enfin, disons que la Pompadour est un véritable ministre de la culture à l'époque. Alors, c'est le deuxième point aussi de cette période, toujours Louis XV, 1750, disons environ. C'est une des périodes aussi les plus intenses, les plus tumultueuses de l'histoire culturelle aussi, pas seulement politico-religieuse, mais culturelle. Je vous rappelle que c'est ce qu'on pourrait appeler, je travaille beaucoup sur les Lumières, etc., c'est une notion très complexe qu'on remet un peu en question, qui est difficile à analyser, mais enfin, je vous rappellerai simplement que c'est l'époque, vous verrez, c'est intéressant pour Madame de Genlis, l'esprit critique généralisé dans un espace public de plus en plus ouvert. Voilà comment je définirais cette période. Donc, cela se traduit par une montée en puissance des mouvements philosophiques et aussi, et vous allez voir pourquoi Madame de Genlis est concernée par ce deuxième point, et aussi, disons-nous, je dirais, une osmose nouvelle entre les élites sociales et surtout l'aristocratie et les gens de lettres. Il y a là quelque chose, un rapprochement très important entre ces catégories, ceci grâce aux salons philosophiques, mais qui ne sont pas seulement philosophiques, les académies provinciales et l'Académie française, et aussi la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie qui est un lieu de sociabilité extrêmement fort. Bon, par exemple, vient de paraître un livre, à mon avis, très important sur ce sujet, je le signale, qui s'appelle Le monde des salons, sociabilité au XVIIIe siècle, par Antoine Lilti, chez Fayard. Il montre, c'est peut-être un des points les plus importants, que cette rencontre entre les milieux sociaux aisés et doués d'une culture certaine et les nouvelles élites philosophiques est un point extrêmement, véritablement essentiel. Alors, dans ce contexte, eh bien, Stéphanie Ducret naît au manoir de Chancery, qui est une petite gentilhommière bourguignonne, située non loin d'Autun. Son père est d'origine aristocratique, il s'appelle Pierre César Ducret, il appartient à la noblesse d'épée, remontant au XIVe siècle. Il a fait d'excellentes études chez les jésuites de Lyon, ce père, il possède une culture étendue. Il faut essayer de situer, on comprendra mieux Madame de Genlis après. Il est musicien, il joue du cor, de la viole. Il épouse une mademoiselle de Mézières, qui est la mère de notre auteur, et 15 mois après la naissance de sa fille, il acquiert un fief, le château et les terres de Saint-Aubin-sur-Loire, qui lui confère le marquisat. Or, c'est là que commence une situation difficile et délicate. En fait, ce marquis de Saint-Aubin, peut-être que on va montrer des choses. Oui, bah voilà, c'est ça. C'est les parents. Donc, le marquis de Saint-Aubin tente désespérément de tenir son rang, tout en participant à l'esprit de son temps. C'est-à-dire qu'il est exactement dans les effets de mode culturel que j'évoquais tout à l'heure à propos des salons. Donc, il tente de tenir son rang en alliant les pratiques culturelles à la mode, comme par exemple posséder un cabinet de physique, c'est de très bon ton à l'époque, tout en ayant par ailleurs une attitude tout à fait aristocratique qui consiste à aimer la chasse et à se livrer à des fêtes continuelles. Donc vous voyez, il allie les deux, sciences, lettres et conduites aristocratiques, ce qui est assez fréquent à l'époque. Seulement, il a du mal à y arriver. Il éprouve de très sérieuses difficultés à maintenir son train de vie. Il est endetté, le château est délabré, il ne parvient pas à le restaurer. Ce château, dans lequel Madame de Genlis a passé une grande partie de sa petite enfance, est vendu à Charles Guillaume Lenormand d'Étiolles, qui est un personnage très important, fermier général, qui possède une immense fortune et qui est surtout l'ancien époux de cette Madame de Pompadour que j'évoquais tout à l'heure, la fameuse marquise, maîtresse officielle du souverain. Donc les déboires officiels de la famille Ducret ne s'arrêteront pas là. Madame Ducret, mère de Madame de Genlis, toujours à court d'argent, essaye d'obtenir l'héritage de son père. Or,
bon, je ne veux pas entrer dans trop de détails anecdotiques, mais ça a quand même sa valeur. Sa grand-mère, qui s'appelle Madame de la Haye, qui est donc la grand-mère, je veux dire, de la mémorialiste, c'est-à-dire la mère de Madame Ducret, donc, eh bien, sa grand-mère a eu fait 2 mariages et elle a lésé les enfants du second mariage. Du premier mariage, excusez-moi. En fait, non, c'est bien ça, du deuxième mariage, je me trompe. Bon, c'est bien ça. Dans ce deuxième mariage est issue Madame de Montesson, qui est donc la tante de Madame de Genlis. Et au moment où Madame de Genlis, la future Madame de Genlis, qui ne s'est pas encore mariée, essaye d'obtenir donc l'héritage qui lui revient, eh bien, Madame de Montesson oppose un refus offensant à sa mère. Vous voyez ? Donc, sentiment de frustration évidente de la part de la future Madame de Genlis, et ce qui peut expliquer, qui est une des clés, qui peut expliquer chez cette femme, la future Madame de Genlis, un besoin très fort d'ascension sociale. Elle veut absolument s'en sortir. Vous voyez la question. Et de surcroît, elle éprouve un sentiment de frustration et d'humiliation face à son père aussi, qui est un être fantasque, joueur, et qui, comme je le disais tout à l'heure, ne parvient pas à soutenir son train de vie. Donc il y a bien un écart entre ses aspirations sociales et la réalité d'une situation matérielle finalement difficile. Donc, elle se retrouve donc avec un père, comme je viens de le décrire, et une mère qui par ailleurs est frivole, dépensière, et qui en même temps lui donne le goût de la vie mondaine. Donc, sa mère l'emmène à Paris pour lui faire miroiter, évidemment, vous devinez, les splendeurs du monde parisien. Et donc, dès le départ, elle éprouve le désir d'échapper à sa situation de provinciale et elle va développer, alors de manière vraiment extraordinaire, avec un grand talent, il faut le dire, des pratiques de société, enfin, elle a une espèce de talent de société qu'elle va évidemment faire fructifier. Alors, elle se marie en 1763 avec le comte de Genlis, qui est un ami de son père, qu'il a connu donc à Saint-Domingue, et qui constituera une étape importante dans cette première élévation sociale, car c'est un personnage important sur le plan qui appartient à la haute aristocratie, et ses premières années de mariage, il faut le dire, seront heureuses et insouciantes. Et alors, il y a des diapositives. Oui, alors, je reprends la parole 2 minutes pour vous présenter donc Madame de Montesson, sa tante, qui va, avant son mariage, elle sera invitée, en fait, grâce à cette tante, chez le prince de Conti à l'Isle-Adam. Alors, là, mon Dieu, on n'y voit rien du tout. Oui, il n'y a pas moyen de régler. C'est un petit peu mieux. Alors là, c'est un tableau que vous connaissez sûrement parce qu'il est dans les collections de Versailles. C'est un tableau d'Olivier qui représente une fête, un déjeuner champêtre au château de l'Isle-Adam. Et il y avait une autre diapositive, mais alors elle m'a l'air encore plus noire, et pour vous donner un petit peu l'idée de ces soupers qui avaient lieu chez le prince de Conti. Ici, ça n'est pas à l'Isle-Adam, c'est dans son château du Temple. Et ces 2 tableaux, naturellement, se trouvent à Versailles. C'est pour vous donner une idée un petit peu de l'ambiance qui pouvait régner chez le prince de Conti, qui était un personnage, donc un cousin du roi. Et chez le prince de Conti régnait la maréchale de Luxembourg, qui était elle aussi extrêmement intéressée par tous les problèmes d'éducation. Donc, les premiers pas de Madame de Genlis dans cette haute société se font justement grâce au prince de Conti.
Et c'est chez le prince de Conti qu'elles vont rencontrer toutes les deux. Alors là, ça ne va pas du tout. Moi, je suis complètement fâchée. Ça ne marche pas. Mais si, ça y est. Oui, mais c'est pas du tout. Oui, bon, elles vont rencontrer le duc d'Orléans. Le duc d'Orléans, vous savez, qui est le petit-fils du régent, celui qu'on appellera le Gros, dont vous verrez tout à l'heure une représentation. Et ce duc d'Orléans les invite toutes les deux, c'est-à-dire Madame de Genlis et sa tante, dans son château de Villers-Cotterêts. Et c'est là où elle fera preuve de tous ses talents, dont elle avait des dons musicaux sûrement, et elle va beaucoup étonner ce duc d'Orléans, qui va aussi les convier dans son château du Racy, que vous voyez ici. Vous avez une autre vue du Racy de l'autre côté, qui est une propriété qu'il va acheter dans ces années 1768, qui était un château de Levaux et qui était doté d'un jardin en broderie, d'un jardin à la française. Et là, il y aura des fêtes très extraordinaires dans ce château du Racy, surtout au moment où le duc d'Orléans, que l'on appelle le Gros, entre guillemets, c'est pas très élégant mais c'est comme ça, va partager sa vie avec Madame de Montesson, la tante de Madame de Genlis. Et il va essayer de demander à Louis XV d'épouser, puisqu'il était veuf, Madame de Montesson, et Louis XV ne permettra qu'un mariage morganatique. Donc il se retirera de la vie officielle, je dirais parisienne, enfin il aura bien évidemment quand même un hôtel à Paris, mais il ne sera plus au Palais Royal. Il laissera son fils, le duc de Chartres, donc le futur Philippe Égalité, avec sa jeune épouse au Palais Royal, et tous les deux se retireront beaucoup dans ce château du Racy, dont vous avez eu les deux vues. Pour ne pas te couper la parole tout le temps, je continue, et puis après, voilà. Alors voilà un portrait. Ne pas Palais Royal, seulement ne pas abandonner le Palais Royal. Oui, donc voilà le portrait de Louis-Philippe, parce qu'ils s'appellent tous Louis-Philippe. Le Gros, hein, donc le père du futur Égalité. Et alors ici, c'est un petit dessin de Carmontel qui est très amusant, où l'on voit le Gros de profil, avec derrière son jeune fils qui doit avoir 13-14 ans, donc le futur Égalité qui est ici. Alors, le futur Égalité va épouser sa cousine qui est née Bourbon-Penthièvre. C'est le plus beau parti de France. C'est la fille du duc de Penthièvre, la petite fille du comte de Toulouse. Elle est absolument charmante, elle adore son mari, et ils vont donc partager leur temps entre leurs diverses résidences, mais ce sont eux qui vivent donc au Palais Royal, dont nous reparlerons par la suite. Alors voilà un portrait de Philippe Égalité. On aurait choisi un portrait, parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver ces diapositives, on aurait aimé trouver un portrait de lui plus jeune qui corresponde à l'âge de sa femme que vous avez vu auparavant, mais c'est intéressant quand même d'avoir la physionomie, si vous voulez, du duc de Chartres. Et alors ici, c'est un tableau qui représente tous les personnages réunis. Vous avez donc le Gros Philippe d'Orléans, le duc d'Orléans, hein, en fait. Madame de Montesson est assise derrière une table à jeu. Vous avez
le futur égalité, donc, qui est Chartres à cette époque-là. Et vous avez de l'autre côté la belle-fille du duc d'Orléans, donc, qui est née Bourbon-Pâtière, et debout, vous avez ici Madame de Genlis, vous voyez, qui est la dernière sur la droite. Et de l'autre côté, il doit y avoir Madame de Montesson. Donc vous avez le couple duc d'Orléans, Madame de Montesson, le couple Chartres et sa femme, plus Madame de Genlis, qui sont les acteurs un peu de ces mémoires de Madame de Genlis. Alors ici, je suis désolée parce que là, j'ai vraiment des problèmes de visibilité. C'est dommage parce que c'est un charmant tableau qui représente le duc de Chartres, donc future égalité, avec sa femme et les deux enfants, les deux premiers enfants. Le petit qui a un casque sur la tête, c'est le futur Louis-Philippe. Et à côté, vous avez Montpensier, donc, qui est le deuxième des enfants, car ils ont eu 4 enfants. Louis-Philippe qui est né en 73, vous avez eu Montpensier qui est né en 75, ensuite il y a eu 2 jumelles, dont Madame il y en a une qui va mourir très, très jeune, qui sera la future Madame Adélaïde, qui sera une grande confidente, conseillère de son frère au moment de son avènement, et puis un 4e garçon. Alors les jumelles sont nées en 77, c'est tous les 2 ans, c'est facile, et le comte de Beaujolais qui sera qui sera né en 79 et qui sera le 4e enfant. Alors cette famille partage son temps, comme je vous le disais, entre le Palais Royal, et là j'avais trouvé une gravure qui évoque quelque chose de très peu connu, qui est le cirque du Palais Royal. C'est-à-dire que vous avez le château, la façade du château du côté du jardin, et vous aviez un cirque souterrain éclairé, vous voyez, par une verrière, avec un éclairage qui donnait un éclairage zénital. C'était un lieu absolument gigantesque, qui était sous le jardin. Il y avait des représentations équestres dans ce lieu, et Thomas Jefferson, qui va se rendre en France, donc, à la veille de la Révolution, parlera de ce cirque du Palais Royal. Le Palais Royal, vous le connaissez, il est toujours debout, mais pensez à à mon avis, ça a dû être complètement détruit pendant la Révolution. Je n'ai pas tellement d'indications. Alors, ils partageaient leur vie aussi avec Saint-Cloud. Le Saint-Cloud, vous savez, qui est un château de la maison Orléans, puisque c'était le château du frère de Louis XIV, de Philippe d'Orléans, qui avait épousé la Palatine. Et vous apercevez sur la droite le pavillon qu'on appelle le pavillon de Valois, qui est un pavillon qui existe encore maintenant, et dans ce pavillon ont toujours été élevés jusqu'à, si vous voulez, jusqu'à l'époque avant la naissance de Louis-Philippe. Les enfants d'Orléans ne vivaient pas au Palais Royal parce qu'on trouvait que l'air y était mauvais, et ils étaient élevés donc à Saint-Cloud dans ce pavillon de Valois qui était assez simple. Alors le tableau, bien évidemment, est postérieur, vous le voyez avec la petite barque, avec le drapeau bleu, blanc, rouge, mais c'était le seul tableau que j'ai trouvé de Saint-Cloud. Vous aurez une très bonne conférence de Saint-Cloud ultérieurement, je sais, et c'est le seul tableau où on voyait justement le pavillon de Valois. Et alors ici, le célèbre tableau de Fragonard qui est à la banque. Ici, le célèbre tableau de Fragonard qui est à la banque et qui représente la fête à Saint-Cloud. Saint-Cloud a été un lieu de fête pour toute cette famille d'Orléans, depuis le frère de Louis XIV jusqu'au duc d'Orléans, le père de Philippe Égalité. Alors, ici, un tableau assez charmant de Pérignon qui représente le futur Égalité avec son fils, donc à cheval, c'est-à-dire notre futur roi des Français, Louis-Philippe.
une autre résidence, le parc Monceau, avec, vous voyez ce tableau qui est très célèbre, où l'on voit Carmontel qui est à gauche, et qui remet les clés du parc Monceau à Chartres. Hein. Il est encore duc de Chartres quand il va transformer ce jardin, cette terre de Monceau. Et Carmontel, vous le savez, est un personnage qui est extrêmement proche de la famille Orléans, puisque c'est un dramaturge, il écrivait énormément de pièces de théâtre pour le théâtre de société qui avait lieu soit à Villers-Cotterêts, au Rincy ou ailleurs, et il avait conçu son jardin comme un défilé, si vous voulez, de toiles de fond dans un théâtre, pour que l'on soit saisi à chaque fois qu'on découvrait un paysage différent, avec des ruines qui étaient mises naturellement très à propos. Il y avait la fameuse Nomachi qui existe toujours dans ce jardin du parc Monceau. Et alors, le duc Orléans et Chartres vont transformer le jardin du Rincy, que vous avez vu tout à l'heure, comme un jardin à la française très régulier, et ils vont en faire un jardin à l'anglaise. Et dans ce jardin du Rincy, il y aura une petite ferme modèle dans laquelle les enfants de Philippe Égalité viendront sûrement avec Madame de Genlis étudier cette ferme, étudier tous les progrès que l'on faisait pour l'agriculture, hein, en fait. Alors, vas-y, reprends les manettes. Bien, alors, je reprends. Alors, pour recentrer un peu, si vous n'oubliez pas le précédent exposé, donc, en fait, j'essaye de montrer la carrière de Madame de Genlis et de montrer les étapes d'une ascension. Donc, cette invitation, Madame de Genlis, chez la maréchale de Luxembourg, est vraiment une étape importante parce que dans les différents salons, dans les différentes coteries, le salon de Madame de Luxembourg a une valeur, si vous voulez, très très reconnue. Et c'est vraiment un lieu où symboliquement on peut se positionner et en récolter, recueillir des valeurs symboliques, des valeurs culturelles, d'honorabilité. Donc voilà, nous en sommes là, et l'étape suivante, ce que je veux maintenant aborder, c'est bien sûr l'entrée de Madame de Genlis au Palais Royal, cette fois-ci, donc qui est, je vous le rappelle, le lieu de résidence de la famille d'Orléans, particulièrement brillant ce lieu. Alors, si l'on replace ça dans l'histoire, c'est l'époque où il y a une nouvelle fronde des princes, au moment où justement Louis XV est en butte à l'opposition acharnée des parlements, donc une crise très grave pour la monarchie, et en 71, il y a une intervention très brutale de Louis XV qui supprime carrément le Parlement, qui supprime le Parlement de Paris et qui exile les parlementaires et va mettre à leur place un Parlement qui est nommé par lui. Bon. Alors, les princes d'Orléans jettent de l'huile sur le feu, évidemment. Et le duc d'Orléans, celui qu'on a surnommé le Gros, effectivement, l'adjectif n'est pas très heureux, petit-fils du régent, bâtisse des liens avec les défenseurs de la cause parlementaire. Et le duc de Chartres, son fils, le futur Philippe Égalité, se situe dans la même position. Voilà quelle est la situation au moment où Madame de Genlis va pouvoir pénétrer dans l'enceinte du Palais Royal grâce à sa tante, Madame de Montesson, qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est devenue la maîtresse de Philippe d'Orléans. C'est un peu compliqué. Le Gros, elle est devenue la maîtresse du Gros. Hein. Donc, Madame de Genlis est nommée dame de compagnie de la duchesse de Chartres, épouse du duc de Chartres, future égalité. Elle va très vite devenir elle-même la maîtresse du duc de Chartres. Je parle de la future Madame de Genlis, qui va devenir la maîtresse du duc de Chartres. Alors évidemment, c'est un fait qu'elle n'évoque pas dans ses mémoires, bien sûr. Ça n'était pas possible, ce n'était pas envisageable. Donc,
À partir de là, nous avons en 1773 la naissance du duc de Valois, le futur Louis-Philippe. En 1775, le duc de Montpensier, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Alors le point très important, c'est que le duc de Chartres fait élever un pavillon sur le terrain des chanoinesses du Saint-Sépulcre, et ce nouveau pavillon, qui avait un accès direct sur la rue, eh bien, va devenir, pour Madame de Genlis, un lieu dans lequel elle va, en fait, s'entourer de ses enfants, qui sont Caroline et Pulchérie, des princesses d'Orléans, de leurs femmes de chambre, et elle va finalement, c'est un fait qui a vraiment défrayé la chronique du temps, créer une véritable communauté éducative, vous voyez, dont elle est, en quelque sorte, la responsable. Elle est l'éducatrice, la prêtresse, la gouvernante, celle qui va s'occuper de l'éducation de tous ses enfants. Et alors, ça, évidemment, c'est ça le fait majeur. Sa réputation d'éducatrice devient très grande et elle est de plus en plus connue dans tous les milieux culturels, même philosophiques. Et alors, c'est à ce moment-là qu'elle se met à écrire des pièces de théâtre, d'abord, évidemment, pour cette communauté éducative, pour ses enfants, et d'abord pour ses propres enfants, et ensuite pour cette communauté éducative, et du théâtre privé, elle cherche à faire un test pour ensuite écrire pour le théâtre public. Vous voyez, il y a là une stratège très habile. Et évidemment, dans ce milieu mondain, car c'est un milieu mondain, eh bien, ceci a un effet publicitaire saisissant. Et alors, l'étape supplémentaire qui, là, j'ai presque envie d'étudier ça en termes de stratégie, la difficulté pour ce genre de stratégie, c'est de ne jamais aller trop loin. Il y a un moment où ça peut casser, si la stratégie est trop provocatrice, si vous voulez. Or là, c'était la limite de casser. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que non seulement elle s'occupe des princesses et de ses propres enfants, mais elle va arriver en 82 à être nommée gouverneur des enfants princiers. Donc elle devient gouverneur des enfants princiers, et donc des enfants d'Orléans, et c'était une fonction, comme vous le savez sans doute, qui était exclusivement réservée aux hommes. Donc là, l'effet publicitaire est encore évidemment plus saisissant, mais les reproches commencent à fuser et elle devient, si vous voulez, la cible de critiques évidemment extrêmement violentes dont je vais vous donner la teneur. Donc, je me perds un peu dans mes notes. Voilà. Alors, voilà ce que dit un chroniqueur du temps qui s'appelle Métra, qui écrit Correspondance secrète politique et littéraire, qui est un journal très important à l'époque. Et voilà ce qu'il dit. Jamais événement n'a peut-être fait à Paris une sensation aussi soutenue que la nomination de Madame la comtesse de Genlis à la place de gouvernante des princes de la maison d'Orléans. On parle ici 2 ou 3 jours d'une bataille gagnée ou perdue, d'une installation ou d'une chute de ministère. Pour ce qu'on appelle assez singulièrement ici l'aventure de Madame de Genlis, c'est depuis plus d'1 mois le principal sujet des conversations, et tous les jours se renouvelle une pluie abondante, une averse de couplets, de sarcasmes, de pasquinades, de calembours. Et déjà, cette réputation va la suivre. J'arrive finalement à la 3e période, qui est celle de la Révolution. Alors, la situation de Madame de Genlis est éminemment complexe. Il faut éviter le tout manichéisme et bien distinguer les périodes. C'est très complexe. On ne peut pas faire de schéma. Et il faut distinguer la période 1789-1791 et la période 1791-1795. Le duc de Chartres devient Louis-Philippe Joseph d'Orléans en 1785. En 89, il est poussé par Ducret, le propre frère de Madame de Genlis, et par Brissot, pour créer un parti d'opposition susceptible de faire naître une monarchie constitutionnelle. Et donc, le duc d'Orléans aurait été, on peut dire, le chef charismatique de cette monarchie. En fait, c'était une sorte de dynastie de substitution, donc,
à Louis XVI. Alors, le 19 septembre 1792, eh bien, le duc d'Orléans est élu député de Paris, sous le nom de citoyen égalité, et il est élu par les montagnards, manipulés par Lepelletier de Saint-Fargeau. Peut-être que c'était pour contrôler un homme qui pouvait passer encore, parce que il a connu des difficultés, mais il pouvait encore passer pour puissant. Et bien sûr, la monarchie est abolie le 20 septembre 92, la République est proclamée, et la situation devient de plus en plus difficile, vous le devinez, pour Philippe Égalité. En fait, il est en quelque sorte le jouet, d'une part entre les Girondins qui sont des fédéralistes hostiles aux mesures d'exception, et puis de l'autre côté les montagnards qui sont centralisateurs, favorables à la guerre avec l'Autriche. Donc on peut dire que Philippe Égalité est pris dans une sorte d'engrenage entre les deux mouvements. Il vote la mort du roi en janvier 93, et bon, je ne vais pas faire un topo plus long, plus fourni sur d'Orléans, mais vous savez qu'il sera bien sûr exécuté à son tour. Alors, quelle est la position de Madame de Genlis? Eh bien, comme je le disais, c'est une position complexe et ambivalente. Elle est marquée par le réformisme des Orléans et plus largement par l'esprit critique des élites culturelles à la veille de la Révolution. On pourrait même aller plus loin. On peut même dire que Madame de Genlis, comme de nombreux intellectuels, est engagée dans cette mutation culturelle qu'on appelle les Lumières. Elle échafaude avec son frère Charles Ducret des plans audacieux pour réformer la monarchie. Mais bientôt, d'ailleurs, dans ce domaine, elle doit s'effacer devant un rival qui pousse à l'action et qui, vous voulez, qui est beaucoup plus politique qu'elle, parce qu'elle suit cela, mais ce n'est pas une grande politique, Madame de Genlis. Hein. Et ce rival politique qui manipule aussi Philippe Égalité, vous le savez peut-être, c'est Choderlos de Laclos. Donc là, elle est dans une situation difficile. Mais, encore une fois, j'essaye d'expliquer, c'est très intéressant à étudier, elle assiste avec plaisir à la chute de la Bastille. Elle le dit dans ses mémoires. Alors on pourrait dire c'est rétrospectif. Non, c'est vrai. Enfin, c'est une attitude authentique. Je vous lis ce passage qu'elle évoque, où elle évoque justement cet avènement de la chute de la Bastille. Elle dit « Je n'étais d'aucun parti ». Alors elle ajoute, ça je n'ai pas encore commenté, parce que vous allez voir, c'est un point intéressant qui fait problème. Elle dit « Je n'étais d'aucun parti que celui de la religion ». Je laisse ça de côté provisoirement. Hein. Je désirais la réforme de certains abus, et j'ai vu avec joie la démolition de la Bastille, l'abolition des lettres de cachet et des droits de chasse. C'était tout ce que j'avais désiré. Ma politique n'allait pas au-delà de cela. En même temps, personne plus que moi n'a vu avec douleur les horreurs, les excès, etc. Bon, je commenterai après. Donc, vous voyez, il y a donc cette attitude qu'elle revendique, qu'elle assume. Elle va même plus loin. Hein. C'est quelque chose qui est à étudier encore. Il y a une biographie de De Breuil là-dessus qui est intéressante, mais il y a des tas de choses encore à étudier dans ce domaine. En fait, elle va plus loin puisque elle ouvre un salon au début de la Révolution. Elle y reçoit Camille Desmoulins, Collot d'Herbois. Et le 3 mars 1791, je ne suis plus en 89, je suis en 91, la Révolution est vraiment très très avancée. Hein. Le 3 mars 91, son époux l'invite à dîner rue des Mathurins avec Pétion et Robespierre. Nous ne sommes plus au début de la Révolution. Mais sa situation matérielle, psychologique, morale et sans doute intellectuelle est extrêmement difficile. Et elle va être contrainte à l'émigration. Elle fuit avec ses élèves. Elle est à la fois... Alors, elle est rejetée par tout le monde. Elle est rejetée par les émigrés qui la considèrent comme quelqu'un de traître, puisqu'elle a soutenu d'Orléans. Elle est rejetée aussi par les patriotes, évidemment, à ce moment-là. Vous voyez, elle est dans une situation extrêmement difficile. Alors, je ne vais pas... Ce serait très compliqué de retracer toutes les phases de l'émigration. En fait, elle va essayer, comme dans toutes les circonstances, elle essaye toujours de rebondir. C'est extraordinaire. Et l'aventure qu'elle va connaître, puisqu'elle va fuir, elle va aller en Allemagne, au Danemark, en Suisse,
Et l'aventure à laquelle elle est contrainte, c'est une véritable aventure, eh bien, devient l'objet de récits à succès dans lesquels elle joue le rôle de l'héroïne. Et en août 1798, j'ai édité ça aussi dans un autre ouvrage, c'est très amusant, je vais vous montrer, elle écrit un manuel du voyageur, qui est un manuel pour les émigrés, et qui est en fait l'ancêtre du guide du routard. C'est absolument extraordinaire. Parce que c'est vraiment, et quand je dis ça, c'est pour faire rire évidemment, mais c'est une vérité historique. C'est l'ancêtre du guide du routard. On peut dire du guide Michelin, mais je préférerais le guide du routard. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que c'est la première fois que, dans l'histoire, qu'un guide n'est pas seulement un guide culturel, comme il y en avait. Il y en a toujours depuis le XVIe siècle, il y a des guides comme ça. Mais là, c'est un guide qui donne des recettes. Des recettes pour bien voyager, pour ne pas tomber malade, pour ne pas être empoisonné dans les cuisines quand on arrive dans des auberges qui sont évidemment extrêmement d'une propreté plus que douteuse. Donc c'est un guide de débrouillardise. Alors voilà ce qu'elle dit. Donc elle écrit ce manuel et voilà ce qu'elle dit, par exemple, qui s'appelle donc le manuel du voyageur. Les grands voyages salutaires à tant d'égards pour la santé sont cependant toujours fatigants parce qu'il est impossible, dans une longue route, de ne pas traverser beaucoup de mauvais chemins, de ne pas rencontrer de très mauvais gîtes et, ce qu'il y a de pis, de la plus dégoûtante malpropreté. Voici ce que je conseille d'emporter. Une cassette de médiocre grandeur que l'on puisse mettre sous ses pieds dans une voiture contenant un tiroir à compartiments pour des papiers précieux, de l'argent, quelques bijoux, par-dessus cela d'autres compartiments contenant 2 grands flacons, l'un rempli d'un bon vin d'Espagne, l'autre d'eau de fleurs d'orange de Malte, du sucre, un petit mortier, s'il est possible, de marbre, 2 flacons moyens, l'un de vinaigre, de voleur, l'autre d'eau de luce, 2 petits flacons, l'un d'éther, l'autre de sel de vinaigre, 2 boîtes à thé de fer blanc, l'un en formant des fleurs de camomille, l'autre des fleurs de mélisse, et cela continue. Il y a certaines poudres, certaines pots pour mettre, vous voyez, sur les couvertures, voilà. Sur le matelas. Sur le matelas. Une peau de vache séchée pour que la vermine ne l'atteigne pas. Ouais. Voilà. Maintenant j'aborde le consulat et l'Empire. Alors, je rappelle donc le coup d'État du 18 Brumaire, 9 novembre 1999. Alors, ce coup d'État est marqué par le rappel en France des émigrés. Donc, Madame de Genlis peut revenir en France. Bonaparte, je le rappelle, souhaite une réconciliation nationale, mais celle-ci n'est pas, comme vous le savez, une réhabilitation du passé. Elle suppose l'acceptation de ce qui s'est passé depuis 1989. Donc, Bonaparte a la volonté de défendre les acquis révolutionnaires à l'intérieur et à l'extérieur. Mais par ailleurs, la société a subi d'importantes transformations et on pourrait dire qu'il y a de nouveaux bénéficiaires du changement, certains citadins et même des paysans qui ont acheté des terres, des immeubles de l'Église, dont les biens avaient été confisqués, comme vous le savez, et dans une moindre échelle aussi les biens des émigrés. Donc, une nouvelle bourgeoisie issue de la Révolution, s'appuyant parfois sur des fortunes spéculatives. Vous savez, donc, aura des escarmouches avec ses intellectuels contestataires. Il fait déclencher contre eux une violente attaque de presse qui est en fait dirigée par Fouché. Voilà la situation, de manière évidemment très, très rapide et schématique. Maintenant, Madame de Genlis, dans cette situation, comment réagit-elle? Alors, d'abord, comment revient-elle? Comment peut-elle revenir en France? Eh bien, elle revient en France grâce à Joséphine de Beauharnais, qui était liée à sa fille Pulchérie, et grâce aussi à Madame de Montesson, qui a ses entrées auprès du gouvernement de Bonaparte, auprès de Bonaparte. Or, contrairement aux écrivains contestataires que j'ai cités plus haut, Madame de Staël ou Benjamin Constant, eh bien, Madame de Genlis ne manifeste aucune opposition au premier consul, ni à Napoléon devenu empereur.
Alors évidemment, on peut parler d'opportunisme. Et c'est sûr qu'il y a un opportunisme évident qui est dicté en partie, disons-le aussi, par des raisons financières. Il faut aussi voir les choses. On n'a pas beaucoup de choix. Donc, c'est là que pour surmonter une situation matérielle de plus en plus difficile, elle se met à écrire de manière frénétique. Elle se met à écrire. Je crois que c'est un des auteurs qui a le plus écrit. Enfin, il y en a qui ont plus écrit. Il y a Rétif de la Bretonne, il y a Balzac, il y en a d'autres. Mais enfin, elle a énormément écrit. Donc, elle est extrêmement sensible à des changements multiples. Et là, c'est intéressant. Là, c'est pas de l'opportunisme. Je veux dire, vous voyez, sa sensibilité et ses analyses intellectuelles aussi sont tout à fait tournées vers ces mutations que j'évoque. Et elle les interprète avec assez d'habileté. En fait, la première impression, c'est la rue qu'elle voit et qui lui semble complètement changée. L'air même qu'on respire dans Paris après la Révolution ne lui semble plus le même. Ça, c'est le premier point. Et le second, c'est surtout les mœurs en vigueur dans la société mondaine dont je parlais tout à l'heure à propos des salons, qui auraient complètement changé. Je dis bien qui aurait, parce que beaucoup d'historiens, à juste titre, se méfient de ce regard rétrospectif, parce qu'il y a une espèce de nostalgie évidente de l'Ancien Régime. Donc il faut toujours un peu se méfier. Mais, donc, elle valorise le passé, bien sûr. Mais quand même, elle s'aperçoit, et pour l'historien c'est très intéressant, de tas de modifications qui vont avoir des conséquences très importantes. Elle voit que l'heure des repas, les heures de repas sont modifiées, les salons ne sont plus tout à fait comme avant. Alors elle est elle s'occupe beaucoup de tous les indices sociaux et culturels, les manières de table, la façon de parler, tout ce qui est bienséant ou malséant, vous voyez. Et là, c'est pour elle une véritable catastrophe. Le langage n'est plus ce qu'il était, les codes sociaux sont bouleversés. Je vais essayer à ce propos de retrouver un passage où elle se fait vraiment la théoricienne des usages. Et voilà ce qu'elle nous dit. J'eus d'autres sujets de mécontentement, je trouvais tout changer jusqu'au langage. Voici les phrases qui me frappèrent le plus, et je pense qu'il n'est pas inutile pour la jeunesse et pour les étrangers de les citer ici. Ce n'est pas l'embarras, se donner des tons, des gens de même farine, me paraissent aussi vite de sens qu'ignobles. J'avais peine à concevoir qu'elles puissent passer dans le langage des personnes bien élevées. Cela est farce. Donc ça c'est entre guillemets. Cela coûte gros, ou le Pérou. Un objet conséquent, pour dire un objet d'un grand prix, n'était pas comme si cela n'est pas du plus mauvais ton. Bon, du champagne, du Bordeaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, une attention très vigilante à la façon de parler. Après l'Empire, son opportunisme est vraiment très fort. Elle se rallie à Louis XVIII. Elle se rallie à Napoléon pendant les 100 jours. Je suis désolé quand même d'être obligé de le dire, mais enfin, il ne faut pas le cacher. Et ensuite, donc, à Louis XVIII de nouveau et à Charles X. Et elle a juste le temps d'assister à la Révolution de 1830 qu'elle condamne, et elle s'éteint le 31 décembre de la même année, après donc avoir assisté à la montée sur le trône de son ancien élève, Louis-Philippe Ier. Voilà, alors je vais maintenant parler de l'intérêt des mémoires, mais vous voyez, j'ai essayé de retracer cette vie, mais enfin en essayant de mettre l'accent, bien sûr, sur une stratégie, une carrière, des visées, tout ça n'étant pas, bien sûr, le fruit du hasard. Alors, comment maintenant essayer de montrer l'intérêt de ces mémoires? Alors, disons que il y a donc un intérêt littéraire que je vais essayer de montrer. Il y a la mise en scène de cette ascension sociale et des modes culturels, et aussi des théories et des pratiques éducatives. Et puis, le dernier point qui est très intéressant, peut-être moins connu, et sans doute des non-spécialistes, une critique des philosophes, de la philosophie des Lumières, en un sens, enfin des philosophes. Je vais expliquer ça. Donc, ce qui peut être étrange, puisque je vous ai dit tout à l'heure, je pourrais répondre là-dessus si vous voulez, dans une discussion, c'est compliqué. Je vous ai dit qu'elle était contente de voir l'abolition de la Bastille, et pourtant elle critique les philosophes. Bon, alors j'essaierai d'expliquer comment, pourquoi, ce qui n'est pas du tout évident. Alors, l'intérêt littéraire. Bon, Madame de Genlis n'est pas une intellectuelle, enfin j'ai beaucoup travaillé sur cette question, au sens où le sont plutôt Madame de Staël
ou bien sûr Benjamin Constant ou Chateaubriand, des gens comme ça. Elle n'est pas une intellectuelle en ce sens qu'elle n'est pas quelqu'un qui théorise à partir d'idées, si vous voulez. Elle est plutôt, sur ce point, une pragmatique ou quelqu'un qui est un écrivain qui écrit des romans, mais elle maîtrise parfaitement les relations entre la littérature, la politique et la religion. Et elle parvient... Alors, je voudrais d'abord essayer, oui, peut-être, avant de continuer dans cette voie, enfin d'essayer de bien montrer cette différence. Par exemple, Madame de Staël, elle est une intellectuelle qui théorise la Révolution, par exemple dans un ouvrage qui s'appelle « Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et des principes qui pourraient arriver et fonder la République ». Vous voyez, des choses comme ça. Ça, c'est l'ouvrage de Madame de Staël. Je disais, elle n'est pas non plus Chateaubriand, puisque lorsque Chateaubriand écrit ses fameux mémoires d'outre-tombe, en fait, lui, pour faire vite, ce qui l'intéresse, et c'est fascinant, c'est le lien entre ce qu'on pourrait appeler l'éternité, le temps historique et le temps personnel. Là, c'est une œuvre magistrale qui joue sur ces trois fronts, éternité, temps historique, temps personnel. On ne trouve pas ça du tout, bien sûr, dans les mémoires de Madame de Genlis, mais on trouve d'autres choses tout à fait intéressantes. Elle sait restituer parfaitement l'atmosphère d'une époque et particulièrement tout ce qui se passe à la veille de la Révolution, cette atmosphère festive qu'on a déjà signalée, la poésie aussi plus lointainement, avant la veille de la Révolution, là, dans sa propre vie, si on remonte dans le temps, en amont, la poésie de la petite enfance. La poésie de la petite enfance dans une optique tout à fait rousseauiste. Et il y a aussi un imaginaire qui est un imaginaire tout à fait propre à la fin du XVIIIe, à la veille de la Révolution, qui est une inquiétude diffuse, voire une peur, qui devient une catégorie esthétique. J'explique ce que je veux dire. Je veux dire que, par exemple, vous savez, dans les arts, c'est les naufrages, c'est les cataclysmes, c'est la ville de Paris en démolition et en reconstruction, qu'on trouve par exemple chez Hubert Robert, chez des peintres comme ça. Et cette impression d'un désordre, d'un chaos, devient une véritable inquiétude provoque une véritable inquiétude qui est une source esthétique. Cette peur apparaît très bien dans les mémoires. Elle est aussi, autre qualité littéraire, ce sont les portraits qui sont souvent très mordants et qui sont faits qui procèdent selon des techniques descriptives tout à fait intéressantes. Le deuxième point, c'est bien sûr la mise en scène de cette extraordinaire ascension sociale et que j'évoquais et sur laquelle il faut revenir. Elle sait profiter au maximum des situations, mais aussi en un sens les infléchir et les créer. Elle a une connaissance intuitive et en même temps méditée de l'arsenal complet des pratiques qu'une femme de la haute société doit maîtriser pour réussir. C'est une véritable mine, par exemple, pour les frères Goncourt, quand ils étudient la femme au XVIIIe siècle. Que maîtrise-t-elle? Elle maîtrise, et elle crée, parce que c'est dans les deux sens, les codes sociaux, les rituels aristocratiques, les usages mondains, les talents de société, et elle a aussi une ouverture sur le monde intellectuel, ce qui fait beaucoup. Par exemple, en 1782, avant la publication d'Adèle et Théodore, qui est un roman d'éducation, elle se fait bien voir de Diderot et de d'Alembert, parce que les philosophes s'intéressent aussi, comme vous le savez, c'est une des questions clés du XVIIIe siècle, ils s'intéressent particulièrement à tout ce qui concerne la pédagogie. Et par exemple, Diderot, qui est l'inventeur de ce qu'on appelle vulgairement le drame bourgeois, je vais vite, le drame bourgeois, c'est un instrument pédagogique, ce sont des pièces de théâtre qui sont destinées à émouvoir le spectateur, à lui faire prendre conscience d'un certain nombre de réalités sociales aussi, et c'est ce que fait un peu Madame de Genlis en fait. Donc elle a aussi cette ouverture. Et puis les talents de société, qui sont nombreux, eh bien, apparaissent quand, par exemple, elle joue de la harpe, elle se livre, bien sûr, on l'évoquait tout à l'heure, à la pratique des théâtres privés, point qu'on étudie beaucoup à l'heure actuelle. On parlait de Carmontel, de Collet, enfin, le théâtre privé, c'est un objet de recherche tout à fait intéressant parce que c'est une pratique sociale spécifique, ce sont souvent des pièces de théâtre qui ne sont pas destinées au grand public et qui, donc, exigent des qualités tout à fait particulières.
Et puis, elle dévore tous les ouvrages de l'époque. Elle lit tout le temps. Elle lit même en marchant. Elle lit en s'asseyant. Quand elle a un temps mort, elle se met à lire. Vous voyez, il y a une espèce de frénésie de lecture qui est une marque essentielle des Lumières, du XVIIIe siècle. Alors, le troisième point, ce sont ces théories et ces pratiques éducatives. Bien sûr, ici, il y a une jonction, même si elle s'en sépare, avec les idées philosophiques. Rousseau a écrit Émile en 1762, et on peut dire que toutes les élites, et l'aristocratie en particulier, s'intéressent donc aux nouvelles méthodes éducatives. Je vous rappelle que les mères se mettent à allaiter leurs enfants, donc tout ça est exalté par... la famille est exaltée par les peintres chez Greuze. Or, Madame de Genlis, depuis son plus jeune âge, prend un immense plaisir à apprendre la lecture et l'écriture aux petits-enfants. Et lorsqu'elle devient gouverneure des enfants d'Orléans, elle peut désormais mettre en pratique tous ces principes d'éducation. Et alors on assiste à une véritable frénésie éducative, puisqu'elle enseigne en même temps les belles lettres, l'histoire, la mythologie, la morale, les sciences naturelles, les langues vivantes et la musique. Les seules disciplines, je vais donner la parole à ma voisine, les seules disciplines qu'elles ne connaissent pas et qu'elles ne maîtrisent pas, c'est le latin, le grec, les maths et la physique, si vous voulez. Mais pour le reste, c'est elle qui intervient. Alors, je termine peut-être l'aspect éducatif. Donc, en fait, je parle de pédagogie, alors là, dans mon discours, je me rends compte que c'est plutôt le contenu, mais il y a aussi la pédagogie, il y a aussi les méthodes. Et alors là, les méthodes, je vais faire une conférence là-dessus, sur le premier colloque Genlis qui va avoir lieu, je vous indique, je vais revenir sur ce point. Enfin, pour la pédagogie, c'est extraordinaire parce que, en fait, c'est une pédagogie qui, alors là, c'est contraire à Rousseau, on ne trouve pas ça chez Rousseau exactement, qui doit s'exercer à chaque moment. C'est tout juste si l'enfant ne continue pas à apprendre en dormant. C'est un peu beaucoup. En fait, pendant les récréations, l'enfant, quand il quitte ses livres, doit se livrer au jardinage, aux travaux manuels. Il doit aussi faire de la reliure, mais pourquoi pas de la peinture, du tissage, de la menuiserie, ça c'est Rousseau. Et pendant les voyages, on visite les ateliers, les manufactures, et bien sûr, on va regarder de près les ouvriers travailler, comme le voulait Diderot dans l'encyclopédie. La géographie est aussi l'occasion d'études pendant les voyages. Hein. Donc, les singularités éducatives de Madame de Genlis vont même finir par provoquer des plaisanteries, parce que dans le roman d'Adèle et Théodore, et je crois aussi à Bellechasse, dans le pavillon de Bellechasse, les murs sont tapissés de cartes ou d'indications historiques qui sont éducatifs. Ces murs sont éducatifs, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'emprise éducative même autour des élèves. Vous voyez, même il y a une géographie éducative, il y a une tapisserie éducative, ce qui finit par, là aussi, agacer évidemment les contradicteurs. Je vais évoquer par là un passage où, évidemment, on se moque beaucoup de cette éducatrice, je dirais, frénétique. Voilà ce que dit un très méchant journaliste polémiste. Elle meuble les appartements de ses élèves d'ornements instructifs, la salle à manger est tapissée de cartes de géographie, le tableau de la création est dans la chambre à coucher, un homme d'esprit a ajouté qu'elle placerait sans doute le déluge dans la garde-robe, ce qui est peut-être une plaisanterie un peu lourde. Bon. Alors, attends, je vais peut-être... Voilà, vas-y. Alors, là, vous avez justement la gravure du pavillon de Bellechasse qui a été construit, à la demande, bien évidemment, du duc de Chartres, sur le terrain des chanoinesses du Saint-Sépulcre, qui était compris entre les rues de Bellechasse et de Bourgogne et Saint-Dominique. Et la façade du pavillon donnait directement sur la rue de Bellechasse, d'où le nom de pavillon de Bellechasse. Et c'est Madame de Genlis qui avait arrêté les plans de ce pavillon et de la disposition intérieure. Alors, on dit qu'au rez-de-chaussée,
sur le jardin, il y avait tout un rez-de-chaussée, mais où il n'y avait pas grand-chose comme vous le voyez. Le premier étage était consacré à l'éducation. Madame de Genlis y avait sa chambre qui était séparée par une glace sans teint de la chambre des deux petites princesses, d'Adélaïde et de sa sœur, mais qui étaient toutes petites, hein, qui avaient 3 ans à cette époque-là. Et comme le disait Didier, dans ces chambres, il y avait des toiles représentant des toiles peintes, les rois, les empereurs, dans la salle à manger des dessus de porte avec des scènes mythologiques, les cartes de géographie dans l'escalier, etc. Et le deuxième étage était occupé par la famille de Madame de Genlis. Il faut savoir que sa mère et ses 2 filles habitaient là aussi, et Madame de Genlis fut la première femme à y avoir un bureau. Hein. Elle avait vraiment une pièce qui était consacrée à son travail. Et la duchesse de Chartres venait voir tous les jours ses 2 petites filles. Tout ça, c'est avant l'arrivée des garçons, avant qu'elle ne soit vraiment gouverneure. Et elle venait voir tous les jours ses petites filles et passait une partie de la journée avec elles. Il ne faut pas dire que la duchesse de Chartres ne s'est pas occupée non plus de ses enfants. Hein. Et alors c'est là où elle avait, à partir du moment où elle arrive à Bellechasse, où elle a cette devise que vous voyez sur cette gravure qui la représente, pour éclairer, tu te consumes. Hein. Donc c'est la devise qui la suivra, sa devise d'éducatrice qui la suivra toute sa vie. Vas-y. Bon, alors je termine sur ce problème éducatif. Petite ouverture sur la conférence que je vais faire. Bon, un colloque Genlis, donc je vais passer vite là-dessus, mais il y a quand même quelque chose, il y a un étrange fantasme, me semble-t-il, dans cette éducation, qui est quelque chose qu'on retrouve chez tous les philosophes des Lumières, Rousseau compris, qui est, j'appellerais ça la hantise inavouée de la manipulation. C'est-à-dire un rêve, vous voyez, d'exercer sur autrui un pouvoir par le biais de l'éducation qui est assez trouble. Par exemple, dans son carnet intime, qui est un carnet inédit, elle écrit quelque chose qui est quand même extraordinaire. Je lis ce passage de Madame de Genlis, qui est un passage du 27 août 1774. « Aujourd'hui, dans la conversation, j'ai parlé à Monsieur le duc de Chartres du projet d'élever un enfant qui, jusqu'à l'âge de 15 ans, n'entendit jamais parler et ne vit personne d'autre que son gouverneur. Cette idée singulière l'a frappé, et je l'ai pressé de l'exécuter en choisissant un enfant aux enfants trouvés. » Alors, donc, vous voyez, elle fait venir aussi des enfants extérieurs, et ce projet sera réalisé avec la fameuse Pamela, qui est une jeune fille, une fillette anglaise, que le duc de Chartres fait venir d'Angleterre, qui était sans doute née d'une certaine Mary Sims, qui était une femme blanchisseuse, et d'un militaire qui s'appelait Guillaume Britzel. Hein. Et la petite fut baptisée, elle s'appela Paléma Seymour, et bien sûr on voit les modes d'époque. Pourquoi Pamela, pardon, pourquoi Pamela? Parce que c'était le titre d'un roman très connu de Richardson, Pamela. Donc, vous voyez, alors il y a un étrange aller-retour entre la fiction, la réalité, l'autonomie du sujet, puisque l'éducation c'est pour rendre les gens autonomes, et le pouvoir de l'éducateur. Et il y a aussi quelque chose qui est propre aux Lumières, je ne veux pas trop développer ce point, je vais vite, c'est aussi ce que je vais développer pour l'expérimentation. En fait, l'expérimentation, vous voyez, mais l'expérimentation sous de la matière vivante, je dirais, puisque là, il s'agit d'enfants. Il y a quelque chose d'un peu trouble. Bon, mais c'est par ailleurs quelqu'un d'un dynamisme extrême. Alors, je voudrais en venir, bon, je ne sais pas si le sujet vous intéresse, moi j'ai écrit des livres là-dessus, mais sur la critique des philosophes. Ce serait le dernier point, donc, de l'intérêt de ces mémoires. Donc, point complexe, ambivalent. En fait, il est évident, premier point, que Madame de Genlis a noué des relations avec les représentants de l'intelligentsia philosophique. Hein, nous pourrions dire les intellectuels. Si on peut employer cet anachronisme, qui n'en est pas un, on peut employer ce mot, les intellectuels. Même si le mot n'existe pas, au XVIIIe. Au départ, Diderot, par exemple, n'est pas défavorable à Madame de Genlis, parce que ses recherches éducatives peuvent
séduire le philosophe. Hein, lui-même, est aussi un théoricien de l'éducation. Et le fait que Madame de Genlis écrive des comédies pour enfants relève précisément d'une expérimentation pédagogique qui intéresse la philosophie, qui intéresse les philosophes. Donc ça les fascine. Et puis la deuxième raison qui fait qu'il y a des relations entre Madame de Genlis et les philosophes, c'est que lorsqu'on se pique d'écrire au XVIIIe siècle et qu'on est une femme à la mode, on rencontre inévitablement les milieux philosophiques par l'intermédiaire des sociétés de pensée. Parce que, je pense, si vous voulez, que je suis même persuadé, comme Antoine Lilti qui vient d'écrire ce livre, qui bouleverse beaucoup d'idées reçues, je suis persuadé que les barrières entre ces différentes sociétés de pensée n'étaient pas des barrières idéologiques, il y avait des oppositions, mais il y avait une espèce de caractère social qui faisait que ces sociétés de pensée se ressemblaient beaucoup plus qu'on a pu le croire. Donc il pouvait y avoir des gens d'opinions différentes, voire opposées, qui se rencontraient dans les mêmes salons. Ça, c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup. Donc elle va bien sûr être mêlée à tous ces gens, à cette élite où les élites sociales, encore une fois, et les gens talentueux se rencontrent. Néanmoins, Madame de Genlis va s'opposer de plus en plus aux philosophes, et encore après la Révolution et sous la Restauration. Alors pourquoi s'oppose-t-elle aux philosophes? Que reproche-t-elle aux philosophes? Alors d'abord, c'est peut-être un peu schématique de dire les philosophes, parce qu'il y a des mouvements philosophiques extrêmement divers aussi. Donc l'idée, quand on parle de la philosophie comme ça des Lumières, est un mot un peu schématique. Mais voyons pourquoi elle s'y oppose quand même. Eh bien, elle s'y oppose essentiellement pour, disons, deux raisons. La première raison, c'est la quête éperdue, selon elle, des philosophes, d'un vedettariat culturel. C'est-à-dire que soigneusement entretenu par le roi Voltaire, seigneur de Ferney, pitié de l'Europe. Et donc, vous savez que, Voltaire, il y a eu des tas d'ennuis dans sa vie, à la fin, il est consacré, on lui voue un culte. Les femmes se rendent à Ferney et lui baisent les mains. C'est ce que fait Madame Suard, par exemple. Donc il est devenu véritablement l'homme de génie auquel tout le monde voue un culte. Et j'ai écrit aussi un livre sur Voltaire, peu importe, donc j'apprécie beaucoup Voltaire, mais il faut reconnaître qu'il joue le jeu et que ce rôle de vedette ne lui déplaît pas du tout et qu'il l'entretient manifestement. Eh bien, c'est ce que conteste, c'est ce que critique Madame de Genlis, qui a fait aussi une visite à Voltaire, puis elle raconte dans ses mémoires, qui est une visite totalement ratée, et Voltaire va commettre des impairs, il va se montrer sous un jour déplaisant, et Madame de Genlis, qui était par ailleurs très intimidée ce jour-là, sera extrêmement déçue. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle met en cause un rituel culturel, vous voyez. Paul Bénichou, dans un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Le sacre de l'écrivain », a montré que le religieux, le facteur religieux qui connaissait certaines pertes de vitesse à la fin du XVIIIe siècle, enfin la croyance qui connaissait des difficultés, se transférait sur l'écrivain. C'est pour ça qu'il appelle ça le sacre de l'écrivain. C'est-à-dire que c'est l'écrivain qui devient l'objet du culte, si vous voulez, à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est cela que Madame de Genlis conteste. C'est une idée intéressante. Sans qu'on la partage nécessairement. Je ne partage pas nécessairement cette idée, mais elle est intéressante. La deuxième idée, c'est la défense de la religion. C'est pour ça que j'avais laissé tout à l'heure le mot en suspens. Donc ça, c'est une réaction tout à fait antiphilosophique, car il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, chose qu'on n'étudie pas à l'école, il y a un mouvement antiphilosophique extrêmement fort, et là, elle va adopter une position très nettement antiphilosophique, même très violemment antiphilosophique, parce que, dit-elle, les philosophes auraient marqué une haine, je la cite, la haine la plus implacable et la plus venimeuse contre la religion. Thèse qui sera bien sûr reprise tout au long du XIXe siècle par le catholicisme ultra. Donc, voilà ce qu'elle conteste. Donc, manipulation, elle est manipulatrice aussi elle-même, mais manipulation exercée par Voltaire sur les élites aristocratiques pour exercer ce vedettariat, et aussi la critique faite par les philosophes, selon elle, de la religion. Et là, sur ce point, elle va se radicaliser de plus en plus, si vous voulez, et aucun philosophe, on peut dire, dans ses mémoires, n'est épargné.
Vous verrez, il y a des passages, enfin, si vous lisez ses mémoires, elle évoque Rousseau, il y a un moment très très comique même, où il y a un passage, si vous voulez, où Rousseau, qui lui est un intellectuel en rupture avec la société de son temps, qui refuse toute compromission et toute mise en scène du moi, eh bien, se rend dans un théâtre avec elle, en se faisant prier par Madame de Genlis, et il se dissimule derrière une grille, et puis après, il va reprocher à Madame de Genlis d'avoir favorisé sa publicité, de l'avoir montré comme quelqu'un qui pouvait être repéré par les gens, les spectateurs du théâtre, alors que, dit Madame de Genlis, c'est lui qui a tout fait pour être repéré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une mise en cause qui est sans doute excessive aussi de la part de Madame de Genlis, qui est là on ne peut pas lui faire confiance non plus, je veux dire que c'est peut-être un imaginaire, mais c'est intéressant. Je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps avec tout ça, et je vais essayer de conclure en mettant l'accent sur 4 points qui me semblent intéressants dans ces mémoires. Disons que le premier, c'est que les mémoires de Madame de Genlis, en fait, sont d'un témoignage, vous voyez, d'une rare richesse, parce que toutes les questions du siècle sont abordées. Tout est traité. Alors, peut-être pas de manière profonde, mais tout est abordé. Le deuxième point, c'est une leçon complexe qui évite de réduire le XVIIIe siècle à une opposition trop tranchée entre philosophie et anti-philosophie, puisque vous avez vu qu'il y a des moments où elle partage, et là, ce n'est pas seulement de l'opportunisme, ce n'est pas seulement de l'opportunisme, il y a aussi de l'authenticité. Il y a des moments où elle partage ce mouvement général réformiste et contestataire, disons des Lumières, je prends le mot Lumière dans un sens très large et très vague, très général plutôt, et puis d'autres moments où elle se raidit et où, bien sûr, pour des raisons politiques et religieuses, les deux, elle va plutôt se retrouver du côté du camp véritablement ultra, surtout sous la Restauration sous la Restauration. Bon. Mais là, ce sera un débat de spécialistes, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Bon, ça, c'est des questions qui sont intéressantes souvent pour les spécialistes, enfin, disons. Mais il y a beaucoup de points à creuser dans ce domaine. Le troisième point intéressant, c'est que elle n'est pas comme je le disais, une grande politique, ni peut-être même une grande intellectuelle, mais elle est très marquée par un nouveau courant de la sensibilité. Si on fait une histoire de la sensibilité, je crois qu'une des clés de cette fin du XVIIIe siècle, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est une mutation de la sensibilité. Et cela se voit constamment dans ses mémoires. Et le quatrième intérêt, ce serait finalement un personnage d'une extraordinaire énergie. Alors bien sûr, elle n'est peut-être pas la seule, beaucoup de femmes qui ont connu l'émigration sont dans cette situation, mais quand même, c'est une extraordinaire énergie déployée, comme vous l'avez vu, dans tous les domaines, et une faculté qu'elle détient de surmonter les obstacles multiples qui se dressent sur sa route, notamment pendant l'émigration, et à cela s'ajoute un désir d'écrire qui accompagne toutes les circonstances de sa vie, et j'ai presque envie de dire, comme ça me vient spontanément, c'est de l'improvisation, mais qu'il y a là un fait culturel majeur qui pourrait disparaître. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore que ce désir d'écrire, qui existe bien sûr au XXIe siècle, il y a des écrivains, c'est pas ça, mais je ne suis pas sûr que dans beaucoup de milieux, comme au XVIIIe siècle, comme c'était le cas justement au XVIIIe siècle, il y ait encore cette espèce de fantasme, car c'est un fantasme, c'est une écriture, ça peut devenir pathologique. Il y a des graphomanes au XVIIIe, je pense à Rétif de la Bretonne, ça peut devenir une maladie. Mais il y a aussi des aspects très positifs. Il y a aussi des aspects très positifs parce que c'est quand même une façon d'exister par l'écriture, c'est quand même pas si mal que ça. Voilà. Je m'arrête là.